Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Patrimoine 24 dédié à un thème stratégique dans le contexte économique et financier que nous connaissons, que sont les actions internationales. Alors, dans un contexte économique marqué par l'incertitude sur l'évolution des taux d'intérêt, marqué par des politiques monétaires divergentes et des tensions géopolitiques persistantes, les marchés actions continuent néanmoins d'offrir des opportunités uniques pour les investisseurs. Nous allons évoquer donc les dynamiques macroéconomiques mondiales qui influencent les marchés boursiers, les zones géographiques et les secteurs porteurs à surveiller, les stratégies permettant de diversifier un portefeuille d'actions internationales. Donc pour en parler, nous sommes accompagnés aujourd'hui d'experts du secteur qui partageront leurs analyses, leurs retours d'expérience et leur vision pour l'avenir. Kevin Tauzet, vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac que vous avez rejoint en 2019. Après avoir débuté votre carrière chez AXA IM, vous avez rejoint Edmond Rothschild Asset Management en 2011, où vous avez notamment été spécialiste produits, allocation d'actifs et dette souveraine, puis responsable de l'équipe spécialiste produits. Kevin, vous êtes titulaire d'un master en sciences de gestion de l'université Paris-Dauphine et d'un master de journalisme bilingue de l'université Paris-Sorbonne. Kevin, bonjour. Bonjour. Patrick Medley, vous travaillez en tant que investment specialist chez Janus Henderson. Vous possédez plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers et vous êtes titulaire d'un diplôme en langue moderne ainsi que d'un MBA de l'INSEAD. Patrick, bonjour. Bonjour Guillaume. Et enfin, Sébastien Frouville, vous avez rejoint Comgest en juin 2012 comme responsable des relations auprès des investisseurs français, suisses francophones et luxembourgeois. Sébastien, vous avez débuté votre carrière en 2004 au Crédit Agricole comme analyste crédit. En 2007, vous êtes responsable des partenariats chez Keren Finance. Vous devenez directeur des partenariats pour Natixis Asset Management en 2011. Vous êtes diplômé de l'IPAG et titulaire du CFA, délivré par l'Institut CFA. Sébastien, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, bonjour à tous. Merci à vous de vous être connectés. On est ravis de vous accueillir tous les trois pour nous éclairer un petit peu sur cette thématique qu'est celle des actions internationales. On sait qu'on est dans un contexte un peu particulier, je l'ai évoqué très rapidement en préambule, mais Kevin, là, en quelques mots, comment, selon vous, on peut lire ce fameux triptyque géopolitique qu'on connaît bien entre l'Amérique de Trump, de Merz, c'est la France alors depuis quelques jours de Le Cornu, on aurait pu dire autrement avant, mais là c'est Le Cornu, et puis évidemment la Chine de Xi. Comment est-ce qu'on lit ce triptyque géopolitique chez Carmignac ? Alors bonjour à toutes et à tous. Vous parliez Guillaume d'une forme de divergence dans les politiques monétaires, alors peut-être de moins en moins le cas. Par contre, on a eu également des divergences en termes de trajectoire économique, en tout cas de recentrage économique, et c'est peut-être aussi quelque chose qui devrait changer et donc qui devrait aider justement les actions internationales. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que ça va faire plus d'un an maintenant qu'on a quand même des baisses de par le monde des grandes banques centrales. La Réserve fédérale américaine s'était mise en pause et ça y est, elle l'a réenclenché. Et pour autant, on n'a pas encore vu les effets bénéfiques ou l'entièreté de ces effets bénéfiques de ces baisses de politique monétaire. Pourquoi ? Parce qu'on avait une incertitude, et notamment tarifaire, mais pas que. Il y a de l'instabilité politique en France aussi. Il y a encore des conflits ouverts, en dépit de ce qui avait pu nous être promis il y a un peu plus d'un an de ça. Et donc, cette incertitude, elle a mis une forme de cloche sur, justement, cet élan de baisse des taux de politique monétaire qui pourrait porter la croissance économique. Alors, si on regarde l'Amérique de Trump, pourquoi est-ce qu'il le fait ? Ce qui tente à être dit ou ce qu'il tente à dire, c'est qu'il veut privilégier, on va dire, l'Américain moyen, donc ce qu'on appelle l'Amérique de Main Street, l'Américain de la rue, à opposer à l'Américain de Manhattan, à opposer aux financiers. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre en place des mesures de relance budgétaire qui devraient commencer à se voir en 2026. Là aussi, il y a eu beaucoup d'incertitudes, et notamment sur le front tarifaire. Et alors, certains glosent ou se moquent en disant Taco, il est toujours en train de faire demi-tour. Ça peut s'appeler l'art de la négociation. Il a écrit un livre sur le sujet. En tout cas, vers quoi est-ce que ça nous mène, que ce soit le TACO ou l'art de la négociation? Ça nous mène vers une forme de désescalade sur les tensions commerciales avec la Chine. Donc ça, c'est, on va dire, une première grille de lecture. Sur l'Europe, on a quand même une dynamique à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'on a l'Allemagne qui relance, une croissance plutôt vertueuse dans le sud de l'Europe, je pense à l'Italie,
a fortiori à l'Espagne, qui a des taux de croissance économique qui n'ont rien à envier à la première économie mondiale. Et puis à l'inverse, sur la voie de droite, on a quoi? On a la France qui fait plutôt du surplace d'un point de vue économique, et ça devrait malheureusement perdurer parce que voilà, le nouveau Premier ministre, on lui souhaite de réussir, mais il va devoir quand même faire avec un Parlement très fragmenté, et ça sur un horizon pluriannuel. Et enfin, en Chine, qu'est-ce qui se passe en Chine? On a les autorités chinoises qui font quoi? Qui exploitent, on va dire, ces divisions occidentales, et notamment entre les deux côtés de l'Atlantique, pour faire quoi? Pour affirmer son leadership sur le Sud global. Et donc, qui crée des liens avec la Russie, avec l'Inde, avec toutes ces autres grandes économies. Si je devais mettre des mots un peu triviaux là-dessus, on a quand même la Russie qui est un des premiers producteurs de matières premières et de matières premières à bas coût, qui s'allie avec la Chine, qui est sans doute un des endroits au monde où on a le coût du capital qui est le plus faible, et qui s'allie avec l'Inde, qui est sans doute l'endroit où il y a le coût manufacturier, ou un des coûts manufacturiers les plus faibles. Et donc on voit bien cette dynamique qui se met en place dans ces divergences, plus on va dire géopolitiques ou géostratégiques qu'en termes de politique monétaire. Et donc, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année? On devrait avoir une économie mondiale qui devrait se libérer de cette incertitude commerciale, parce qu'on aura une nouvelle reculade, ou on va dire un pas en arrière de Monsieur Trump. Et ça va amener quoi? Ça voudra dire qu'on va enfin voir les effets bénéfiques des baisses de taux, avec, en plus de ça, on anticipe des mesures de soutien budgétaire supplémentaires dans les 3 premières économies au monde, en l'occurrence les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. Et merci pour ce panorama un peu global, effectivement. Mais alors Patrick, vous chez Janus Henderson, dans le contexte qui vient d'être évoqué, n'hésitez pas à nous dire si votre vision est un peu la même que celle qui vient d'être faite par Kevin. Mais selon vous, là, quels sont les éléments, quelles sont les décisions à prendre, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération lorsque l'on souhaite investir sur les marchés actions internationales? Oui, merci Guillaume, merci beaucoup aussi Kevin. Bonjour à tous et à toutes. En fait, nous pensons que nous sommes passés d'un marché guidé par les facteurs macroéconomiques à un marché porté plutôt par les fondamentaux. En fait, les bénéfices, si on utilise S&P 500 comme exemple, les bénéfices du S&P 500 devraient croître de plus de 10% cette année en 2025, ce qui est bien au-dessus de la moyenne historique d'environ 8%. Et historiquement, investir à ces niveaux donne les résultats ou les rendements futurs plus intéressants que d'investir à les dates aléatoires. En fait, quand le marché voit ses bénéfices qui sont solides, le marché où les taux d'entrée baissent d'une année sur l'autre, les marchés enregistrent une expansion de multiples de valorisation dans 90% des cas, avec une hausse moyenne de 9%. Donc les investisseurs récompensent les résultats supérieurs aux attentes et sanctionnent les déceptions. C'est redevenu un marché de sélection de titres selon nous. Et en plus, le fait que les marchés enregistrent des sommets historiques n'est pas forcément un signal d'alerte, c'est plutôt la norme. En fait, l'indice S&P 500, l'utilisons toujours comme exemple, en moyenne enregistre 22 records sommets chaque année depuis 25 ans. Donc les nouveaux sommets traduisent une dynamique de force plutôt qu'une dynamique de fragilité. Donc nous pensons que c'est vraiment le moment d'appuyer sur le bouton. Ceci dit, bien sûr, il faut faire attention.
les Magnificent Seven, ou peut-être les Magnificent 5 ou 6, maintenant, ça dépend de votre point de vue, représentent quand même à peu près 30% de la capitalisation boursière du S&P 500. Donc, la diversification est plus essentielle que jamais. Et cette diversification peut s'opérer ou s'exprimer, par exemple, à travers des fonds dans les secteurs divers, comme ceux qui investissent en santé ou en immobilier, ou ça peut être aussi à travers des thématiques émergentes dans l'investissement responsable. Bon, écoutez, on est rassuré. Hein, l'investissement dans les actifs cotés, il y a encore de la place et c'est toujours un point important dans la construction d'un patrimoine. Sébastien, chez Comgest, est-ce que vous partagez un petit peu les visions qui viennent d'être évoquées et concrètement, comment ça se passe dans vos portefeuilles depuis le début de l'année ? Oui, on partage. Hein, c'est vrai que si on regarde les fondamentaux, ils sont toujours bons. Et en revanche, si on regarde la performance en euros, c'est plus difficile. Et c'est vraiment la grosse, pour l'instant, là, on est le 22 septembre, la grosse leçon de cette année 2025, c'est la chute du dollar. Et on a beau être un portefeuille global. Vous avez les sociétés, là, si on zoome comme Gesmond, elles font 50% de leur chiffre d'affaires en dollars, plus les devises qui sont payées au dollar. Donc, on arrive vite aux 2/3, et les 2/3 qui sont dans une monnaie qui baisse de 13%. Donc, ça coûte un bon 7% en bénéfices en euros. Hein. On s'est amusé à fin août à regarder des 3 chiffres, à comparer en fait la performance depuis la création 91 de Comgest Monde dans les 9%, la performance en 2024 en dollars de Comgest Monde 9%, en 2025 toujours en dollars 9%, donc ça donne 3 fois la même donnée. Et en revanche en euros, on voit que la devise dans un fonds global, hors dollar, amène beaucoup de volatilité, et nuit à la lisibilité. On se demande est-ce que c'est les sociétés qui vont moins bien ou est-ce que c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose, puisque cette même performance en euros, c'était 16% en 2024 et c'est à fin août, ça baissait de 3%. Donc c'est vraiment la première leçon, mais l'essentiel, c'est cette croissance des bénéfices qui continue en dollars et surtout cette croissance organique du chiffre d'affaires qui est conforme au long terme, donc dans les 8%. Merci. Bon, écoutez, c'est intéressant effectivement cette parité euro-dollar qui a forcément un impact sur les actifs cotés en dollars. Néanmoins, une fois qu'on s'est dit ça, on constate que les marchés actions, on peut considérer quand même qu'ils sont sur des niveaux particulièrement haut, le cours de l'or aussi, les primes de crédit sont proches des plus bas et les taux longs qui remontent. Donc, est-ce qu'on n'est pas quand même devant des signaux qui peuvent paraître contradictoires? Kevin, qu'est-ce que vous en pensez chez Carmignac? Si, vous le dites très bien. Il y a peut-être une de ces classes d'actifs qui a tort ou à l'inverse qui a raison. Voilà, si je dois avoir le verre à moitié plein, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est justement de ces incertitudes que se nourrissent les marchés justement pour faire de la performance demain et après-demain. Ce que ça dit, je crois, c'est que bien d'une part, on a une croissance économique qui ralentit, mais qui reste quand même relativement saine. Et parallèlement à ça, je l'exprimais tout à l'heure, on va avoir des politiques budgétaires qui sont plutôt expansionnistes. Donc ça va quand même plutôt être de nature à porter des actifs risqués, que ce soit les actions ou les marchés ou les marchés du crédit. Ce qui inquiète, je crois, et on va dire ça, on peut le lier à la hausse des cours de l'or et à la hausse des taux longs, et ça faisait allusion à ce que disait mon confrère de chez Comgest, c'est que quand même la baisse du dollar, elle n'est pas uniquement portée par une économie européenne qui se porte particulièrement bien, ou par les économies ailleurs qu'aux États-Unis qui se portent particulièrement bien. C'est quand même nourri, je crois, par, on va dire, davantage et davantage de défiance vis-à-vis des actifs américains. Hein, et c'est vrai on est sorti quand même de une dizaine d'années, ce qui a été qualifié d'exceptionnalisme américain, des cycles longs sur les marchés des devises comme le dollar par exemple. Eh bien, il nous semble que quand même depuis un petit peu moins d'un an maintenant, il y a peut-être une dynamique un peu inverse qui est en train de se mettre en place, et ça par le truchement des questions justement sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine, l'indépendance ou en tout cas le bien fondé des institutions aux États-Unis, et ça veut dire un dollar qui baisse, des taux longs
qui remonte, une inflation qui reste, on va dire, un peu plus présente que ce qu'elle ne l'a été pendant les années passées. Donc c'est ça qui donne un peu de couleur à votre question, Guillaume. Après il y a d'autres phénomènes, et mes confrères parlaient des bénéfices par action. Les entreprises qui font des profits, ce qu'elles tendent à faire, c'est qu'elles tendent à racheter leurs actions. C'est des mécanismes qu'elles ont largement mis en place, et tant que les profits sont là, elles le font, et elles continuent de le faire. Donc on est aussi là, je pense, dans un environnement plutôt porteur. Et oui, les multiples de valorisation sur les actions sont élevés, mais des multiples élevés tout seul, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour que les cours chutent. Et ça, on l'a vu par le passé. Donc dans cet environnement-là, je crois qu'il faut quand même mêler, on va dire, analyse ascendante, bottom-up, dans la langue de mon confrère de chez Janus, et descendante, donc plutôt top-down, parce que c'est quand même des dynamiques qui devraient être là pour un certain moment. Pour autant, il y a plein de choses à faire dans des portefeuilles actions pour gérer ça. Voilà, on pense à la technologie notamment. Donc il y a des valeurs aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis. Il y en a aussi ailleurs. On pense notamment aux marchés émergents, qui là aussi sont quand même les grands bénéficiaires de cette baisse du dollar, de cette exportation de la déflation chinoise vers le sud global. Donc tout ça, ça devrait aider. Et donc on se trouve quand même sur les mêmes valeurs ou sur les mêmes entreprises. On a des chaînes de valeur ou des entreprises qu'on peut acheter beaucoup moins cher ailleurs, et on pense notamment à on peut opposer un Tesla et un BYD en Chine, ou un Didi en Chine par rapport à un Uber aux États-Unis. C'est aussi un phénomène qu'on trouve en Europe, avec des Safran par rapport à des General Electric. On pourrait continuer ça pendant cette comparatif-là pendant longtemps, mais il y a quand même, je crois, des bénéficiaires de ces mouvements tectoniques des plaques un peu qui se passent aux États-Unis, et entre l'Europe, les États-Unis et la Chine. Bon, on le voit, il y a effectivement toujours beaucoup d'opportunités, et néanmoins, évidemment, un certain nombre de risques qui peuvent exister, de l'importance d'être sélectif dans ces investissements. Chez Janus, Patrick, expliquez-nous un petit peu, peut-être, quelle est votre vue sur comment est-ce qu'on fait pour sélectionner des titres et sélectionner des thèses d'investissement? Oui, merci Guillaume. Oui, chez Janus Henderson, en fait, nous sommes en mesure de capitaliser sur notre présence mondiale qui nous permet de couvrir des marchés à l'échelle internationale, mais aussi nous possédons d'équipes locales sur le terrain qui sont capables d'encontrer des entreprises, de partager les idées de recherche avec d'autres équipes dans d'autres régions aussi. Et nous possédons également une expertise technique et sectorielle, comme par exemple les compétences cliniques et commerciales de notre équipe santé. Et peut-être pour vous donner un exemple de ça, nous sommes très fiers de cette équipe. Nous pensons que c'est une des équipes plus expérimentées du marché. En fait, les deux principaux gérants de portefeuille travaillent ensemble depuis 25 ans. L'équipe dispose d'une expertise clinique solide, avec des études en immunologie, en médecine, des parcours de Harvard, Stanford, MIT, par exemple. Et l'équipe utilise une règle qui s'appelle the 90-90 rule, tant sur le plan clinique que sur le plan commercial. Et cette règle, en fait, signifie que nous estimons que seulement 10% des médicaments qui sont recherchés passeront les phases de l'essai clinique de phase 1, 2 et 3 pour devenir des médicaments commercialisables. Et en fait, nous sommes spécialisés dans les phases 3 parce que là, les entreprises essayent d'avoir une approbation commerciale et où ils peuvent monétiser la recherche, mais c'est aussi une phase où l'échec est aussi très très élevé. Et une fois que ces médicaments sont approuvés, de nouveau, on pense que les chances de succès commercial sont plus ou moins de 10%.
différents parce que ils doivent être validés par les patients, par les médecins, par les assureurs. Donc, avec ce succès seulement de 10% du point de vue clinique et 10% du point de vue commercial, on pense que le marché interprète souvent mal les informations et les enjeux, et notre équipe peut en profiter de ça. Et cette équipe aussi partagera ses idées de recherche avec d'autres équipes comme Action Monde ou comme des fonds comme Global Sustainable Equities, par exemple. Merci Patrick. Alors, on voit effectivement qu'en fonction des conditions de marché telles qu'on les a évoquées, eh bien voilà, l'analyse de vos analystes et de vos gérants doit se porter sur différents critères, etc., et sur différentes zones et sur différentes thématiques. Néanmoins, Sébastien, est-ce qu'il y a quand même des prérequis, des choses qui n'ont pas changé, que l'on doit toujours vérifier pour pouvoir réaliser un investissement de qualité avec un horizon de 5 ans? On le pense, oui. Alors, on a un biais, c'est qu'on fait on investit que selon la même approche qualité et croissance, mais on a quand même l'impression que on revient lentement mais sûrement au monde de 2019, qui est un monde où le terrain est lourd, quoi. La croissance est rare, et que la principale explication de ce terrain lourd, c'est la démographie. On n'a jamais été aussi nombreux sur la planète. On est 8 milliards, on était 3 milliards il y a 60 ans. Mais on n'a jamais fait aussi peu d'enfants. La natalité chute partout. Et la première cause de cette chute, c'est l'urbanisation, selon nous. Donc en clair, c'était 5 enfants en moyenne par femme en 1960. C'est plus que divisé par 2, c'est 2,3 aujourd'hui. Dans le même temps, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Donc, si on combine ces 3 éléments, ça donne une population qui vieillit très très vite. Et c'est pour ça qu'en Europe, vous avez un quart de la population qui a 65 ans ou plus. Et ça, ce que ça dit, ouais. Et on sait que la propension à consommer, c'est quand on est entre 35 et 55 ans qu'elle est très forte et qu'elle ralentit après. Donc, pour nous, ça va être un frein quand même assez structurel à la croissance. On n'a pas de vue particulière sur l'inflation parce que, sauf scénario extrême, quand on est gérant avec action avec un long horizon d'investissement, on peut, ça impacte évidemment les valorisations, mais on peut, le moteur des bénéfices est plus fort grâce à la magie des intérêts composés que le multiple, dès qu'on laisse un peu de temps. Mais voilà, sur le terrain, pour nous, va être lourd. Donc, il faut des sociétés qui ont, selon nous, leur propre force interne, si tu veux. D'accord. Merci pour ces points. Le temps tourne. On a peut-être une dernière question avant de parler de la partie produit et votre expertise. Peut-être une dernière question à chacun en essayant de condenser un peu la réponse. Kevin, chez Carmignac, en quoi est-ce que vous estimez être particulièrement bien équipé pour faire ce stock picking, cette sélection dans vos thèses d'investissement? Ouais, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, la sélection de valeur, c'est le principal moteur de la construction d'un portefeuille. Mais je crois que Sébastien l'indiquait bien tout à l'heure. Voilà, il peut aussi se produire des événements, on va dire, plutôt exogènes, que ce soit lié à ce qui se passe sur le ce qui a pu se passer sur le dollar américain, par exemple. Je crois qu'il y a aussi quand même des forces, on va dire, un peu plus conjoncturelles qu'on peut essayer de prendre en compte quand on construit un portefeuille. Donc, ce qu'on fait, c'est mieux, mais ce qu'on fait de façon différente peut-être par rapport à nos concurrents et néanmoins camarades, c'est justement cette combinaison d'analyse ascendante et descendante. Donc ça, c'est une chose. Le second, c'est que on existe depuis 1989 et depuis 1989, on a plutôt un pied dans le monde des pays émergents. Et je crois que ça aussi, on a entendu des mots comme la démographie, le vieillissement de la population. Il y a quand même des bassins de population dans le monde ou des zones où ça se passe de façon plutôt différente. Donc voilà, donc si je devais mettre le bloc émergent quelque part, ce serait plutôt post grande crise financière que en 2019 pour donner une idée de potentiel rebond, en tout cas potentiel trajectoire de performance qu'on peut trouver là-bas. Et puis après, on essaye de couvrir dans nos fonds actions, on va dire, toute la chaîne de valeur. Et ça permet de combiner, on va dire, ces problématiques de valorisation et
ces problématiques d'aller chercher de la croissance, il y en a. Je vais vous donner un ou deux exemples, c'est-à-dire que dans le secteur technologique, eh bien voilà, il n'y a pas que Nvidia, il y a aussi Alphabet aux États-Unis, il y a aussi des entreprises dans le secteur des logiciels. Voilà, la valeur ajoutée ou le profit, il n'est pas tout à fait au même endroit, donc de gérer ça, de pouvoir couvrir tout ça, ça permet de pouvoir générer de la performance et pas que bénéficier des fournisseurs de pelles et de pioches de la ruée vers l'or numérique. Il y a des sociétés comme TSMC à Taïwan, il y a des sociétés qui gravitent autour de TSMC, il y a des sociétés en Corée aussi très impliquées dans cette chaîne de valeur. Je pense, je sais pas, au commerce en ligne par exemple. Alors voilà, je suis assez d'accord avec Sébastien, c'est-à-dire que les parts de marché d'un Amazon en Europe ou aux États-Unis continuent de croître, mais à un rythme moins important qu'ailleurs. Bon en Chine, on a des entreprises qui sont tout à fait impliquées dans le commerce en ligne, où voilà, les taux de pénétration sont encore plus élevés. Et puis il y en a en Europe de l'Est aussi. Je pense à une entreprise comme Allegro. Il y en a en Amérique du Sud où là les taux de pénétration sont encore faibles. Donc de cette façon-là, je crois qu'on arrive quand même à construire des portefeuilles avec justement des perspectives de croissance bénéficiaire importante, et de faire quand même un petit peu attention au prix auquel on la paye, cette croissance, et donc ça fait un portefeuille plutôt blend. Voilà, j'aime bien dire blend c'est bien. Pourquoi ? Parce que voilà, on peut avoir des taux longs qui sont plus hauts, donc là faire attention aux valorisations, c'est important. On peut avoir des questions sur l'exceptionnalisme américain et donc construire des portefeuilles différemment des indices. Avec d'avoir pas trop de biais de croissance, c'est bien aussi. Les trajectoires de désinflation, moi je crois qu'elles ont plutôt tendance à s'essouffler, et les problématiques de vieillissement de la population, je veux dire, on le voit au Japon, c'est parce que des populations vieillissent qu'on revient dans le monde d'avant. Ça peut amener à nouveau, on revoit de la cyclicité au Japon, on revoit de l'inflation au Japon, et donc on revoit de la consommation au Japon. Merci Kevin. Patrick, chez Janus, est-ce que vous avez identifié, oui j'imagine évidemment, mais quels sont les thèmes ou les secteurs vous avez identifié comme étant les plus porteurs pour les mois à venir? Oui, merci Guillaume. Oui, peut-être je pourrais parler de trois secteurs, la technologie, la biotechnologie et puis sustainable equities aussi. Nous sommes en fait d'accord avec Kevin, c'est le moment de la gestion active pour la technologie. En fait, la gestion active dans le secteur technologique a surperformé le marché passif au cours des 3 dernières années grâce à la différenciation offerte par l'évolution de l'intelligence artificielle. En fait, depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les 20 plus grands fonds actifs de technologie ont surperformé le Nasdaq 100 par environ 1,5% chaque année. Et dans la biotechnologie, ça a été bien sûr un domaine très difficile. Récemment, le secteur a dû faire face à plusieurs vents contraires comme les changements de personnel au sein de la service de santé, les services sociaux, aussi la pression tarifaire, les importations pharmaceutiques, la politique de Most Favored Nation de Donald Trump aussi. Mais malgré ces titres négatifs, l'indice XBI, the Biotech Index, a augmenté de 35% depuis avril, et les valeurs biotech réagissent positivement aux essais cliniques, au lancement de nouveaux produits. On a vu aussi un relancement de l'activité de mergers and acquisitions comme Merck et Verona, ou Sanofi Blueprint, Roche et 89 Bio par exemple, et plus récemment la réponse aux anticipations des baisses de taux d'entrée de la Federal Reserve. Et finalement, le Sustainable Equities, nous avons vu en fait quelques exemples là-dedans. D'abord, l'électrification, c'est un thème dont nous parlons depuis de nombreuses années, un secteur clé pour notre portefeuille. Un exemple, ça serait Schneider Electric, qui est un leader mondial dans l'infrastructure électrique. Deuxièmement, les données propriétaires, ils sont devenus un atout stratégique piloté par l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, les agences de notation de crédit comme S&P Global. Et puis, finalement, les idées de alpha idiosyncratique. Donc, des sociétés qui sont plutôt immunes des pressions géopolitiques ou des pressions tarifaires. Par exemple, on a ajouté une société qui s'appelle API cette année. L'année
l'industrie et la protection d'incendie qui est toujours un besoin partout dans le monde. Et cette société a une part de marché de 5%, avec un marché total adressable très fragmenté de 150 milliards de dollars. Donc une diversification dans vos portefeuilles, effectivement. Chez Comgest, Sébastien, on a vu tout à l'heure ce qui vous semble, vous, quelque chose d'être immuable dans la manière d'analyser, en tout cas les thématiques qui sont immuables dans votre manière d'identifier des thèses d'investissement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce que vous allez privilégier pour les années à venir aussi dans votre manière d'analyser ces sujets? Ce qui est un petit peu nouveau par rapport à il y a 5 ans, c'est le parfum de déglobalisation, de droits de douane, où il faut, c'est bien de s'assurer dans les thèses d'investissement que la société, elle peut être globale, mais à condition de produire aussi local, de vendre là où elle produit, de produire là où elle vend, je veux dire. Ça c'est on a vite fait le tour, c'était l'ambiance. C'est vrai que au début, tout le monde regardait où les chiffres d'affaires sont réalisés parce que les données sont plus facilement accessibles. Et là, il y a peut-être le deuxième travail à faire de regarder. Il faut plus creuser là où elles produisent et dans l'ensemble, les boîtes de qualité, c'est vrai, qui ont généralement un biais global, produisent dans la majorité également un peu partout. Donc, elles sont un petit peu protégées selon nous de droits de douane qui pourraient être sévères. Mais finalement, faut pas se détourner de ce qui a peut-être le plus changé par rapport à il y a 5 ans, l'IA. C'est ça qui disrupte dans tous les métiers de service. Il y a des vainqueurs, il y a des perdants. Il y a des métiers pour lesquels c'est pas encore très clair. Donc là, c'est vraiment un travail société par société. Évidemment, s'il y a trop de risques, de s'abstenir, et après de voir si l'IA peut être une opportunité ou une menace pour les 5-10 ans à venir. Merci à tous les trois pour ces éclairages. Je vois que l'heure a pas mal tourné. Peut-être avant de se quitter, je vais vous demander à chacun de nous redonner le nom du fonds ou d'une stratégie dans laquelle on peut retrouver l'expertise que vous avez évoquée. Évidemment que les professionnels du patrimoine qui nous écoutent sauront se rapprocher de vos différentes équipes de distribution. Mais peut-être Kevin, cette expertise que vous avez évoquée, on la retrouve dans quel fonds de la gamme de Carmignac? Alors on la retrouve dans 2 fonds principaux. Le premier, c'est Carmignac Investissement, qui a été créé en 89 avec l'entreprise. Et le second, c'est Carmignac Émergent, un fonds d'action émergente qui a été créé un petit peu après, en 1997. Carmignac Investissement, c'est quoi? C'est un fonds d'action international. Une 50 à 60 valeurs dans le portefeuille. On parlait de gestion active. Il y a un quart du fonds, 25% du portefeuille qui se retrouve pas dans des grands indices. Et je crois que c'est bien comme ça qu'on arrive à apporter de la valeur. D'ailleurs, sur ces plus de 35 ans, c'est un fonds qui délivre une performance nette de frais de presque 10%, 9,9% par an en moyenne, là où des indices d'action monde font 6%. Donc comme quoi la gestion active, ça apporte de la valeur. Et cette année, on a le même ordre de grandeur en termes de performance, et même plus en termes de surperformance. Et c'est justement, vu qu'on parle de ça, peut-être qu'un bon indicateur ou une bonne façon d'en avoir un peu la saveur, c'est que les grands contributeurs à la performance du portefeuille cette année, on les retrouve autant aux États-Unis que dans le reste du monde. Et je crois que ça aussi, c'est un élément qui est important. Donc ça, c'est Carmignac Investissement. Et Carmignac Émergent, le même ADN, la même philosophie, une quarantaine de valeurs en portefeuille. Là aussi, un quart du portefeuille qui se retrouve pas dans des indices émergents. Et là aussi, le choix des valeurs comme moteur de la performance. Je parlais des chaînes de valeur tout à l'heure, c'est important. C'est d'autant plus important dans les pays émergents. Pourquoi? Parce que c'est quand même des marchés qui tendent à être sous-pénétrés. Et donc, on arrive quand même à avoir des taux de croissance des bénéfices par action qui sont bien plus élevés. Et en plus de ça, c'est une gestion qui est tout à fait, on va dire, qui peut tout à fait lier des critères financiers et extra-financiers. Parce que quand on va aider à développer des institutions bancaires ou d'assurance en Europe ou aux États-Unis, je suis pas sûr que ça contribue beaucoup au bien-être de tout le monde. Quand on fait ça en Inde, en Indonésie, au Mexique, où les taux de financiarisation sont bien plus bas, eh bien, on arrive bien à combiner ça. Donc, c'est un fonds qui est article 9 aussi. Très bien, très clair. Merci. Ah oui, Carmignac Investissement aussi.
Carmignac Investissement, article 8. Article 8, parfait. Patrick, chez Janus Henderson, cette expertise, on la retrouve dans quel fonds, dans quelle gamme? Oui, ce serait un peu les exemples dont je viens de parler, Guillaume. Donc, d'abord pour les actions monde, ce serait un fonds qui s'appelle Global Sustainable Equities. C'est un fonds qui existe depuis plus de 10 ans chez Janus Henderson, et c'est un fonds aussi de Article 9. L'équipe de recherche est ici à Londres, mais ils peuvent aussi utiliser la recherche centrale de Denver dans les divers secteurs. Deuxièmement, ça serait plutôt des fonds sectoriels. Donc, Global Life Sciences, comme j'avais dit avant, ça existe depuis plus de 25 ans. Maintenant, c'est un fonds de santé où on est typiquement underweight pharmaceuticals, overweight biotech. Et puis, on a nos fonds propriétaires de biotechnology. On a long-only funds et hedge funds. Et c'est un carve-out de Global Life Sciences depuis 2018. Et puis finalement, Global Technology Leaders. En fait, c'est une stratégie qui existe chez Janus Henderson depuis une quarantaine d'années maintenant. Et comme j'avais dit, il voit des opportunités très diversifiées, particulièrement dans les 2-3 dernières années, avec l'émergence du ChatGPT et l'évolution de l'intelligence artificielle. Merci Patrick. Et pour terminer, Sébastien, chez Comgest, on retrouve ça, Comgest Monde. Comgest Monde, exactement. Donc c'est le fonds qui a été créé presque en même temps que Comgest fête ses 40 ans et Comgest Monde a été créé en 91, donc 35-36 ans. C'est un fonds qui est un portefeuille concentré autour de ce qu'on estime les 35 plus belles boîtes cotées, la large cap dans le monde. C'est vraiment une approche best-of où en fait il y a les 47 analystes de la maison qui contribuent directement ou indirectement. Et toujours avec cette même approche qualité où on fait de l'achat-conservation dans un monde action et on laisse converger les cours de bourse avec la croissance des bénéfices. Parfait. Écoutez, merci à tous les trois. On aurait pu parler des heures et des heures parce que j'imagine que vous auriez 1000 anecdotes, en tout cas 1000 sujets à aborder. À ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter les équipes de distribution.